Bonjour, si je vous dis roi de France, vous penserez sûrement à des personnages célèbres tels que François Ier ou encore Louis XIV. Eh bien aujourd'hui nous allons pourtant parler de François II, jeune roi qui a régné entre 1559 et 1560. Le roi va se voir confier le pouvoir dès son plus jeune âge, à 15 ans, et va se trouver sous la manipulation d'une des familles chrétiennes les plus influentes de l'époque, la famille de Guise. C'est en effet lors de ce court passage au pouvoir de François II que la famille de Guise va pouvoir s'emparer du pouvoir et diriger en quelque sorte le royaume de France. Le roi ne parviendra pas à asseoir son pouvoir et mourra de maladie très jeune. Nous allons donc nous pencher sur le court passage en tant que roi de France de François II et voir en quoi celui-ci a connu les prémices de la guerre de religion. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Une vie, une histoire. Afin de comprendre comment le jeune roi s'est fait manipuler durant son année de pouvoir, il est important de recontextualiser l'époque durant laquelle François II a régné. Il est important de noter que le début du VIe siècle verra passer les guerres d'Italie, plus précisément entre 1494 et 1559. Guerres qui vont commencer en 1494 sous Charles VIII, qui va revendiquer des droits de succession sur le royaume de Naples. Guerres qui vont ensuite continuer sous François Ier, dès 1515 avec la fameuse bataille de Marignan. Bataille très célèbre qui va opposer les forces françaises aux forces suisses et qui va être désignée comme la bataille la plus meurtrière depuis l'Antiquité. En 1525, lors de la bataille de Pavie, François Ier sera fait prisonnier. Enfin, cette guerre se finit en 1559 grâce au traité de Cateau-Cambrésis, qui sera signé entre Henri II et Philippe II. Un autre événement majeur qui va venir secouer la deuxième partie du XVIe siècle est bien entendu les guerres de religion. Nous n'aborderons pas ce passage aujourd'hui, mais il est important d'aborder la Réforme afin de comprendre dans quel contexte religieux François II va s'inscrire. Pour cela, il nous faut aborder deux personnages très célèbres que sont Luther et Calvin. En effet, en ce début du XVIe siècle, Luther pense que l'homme est prêcheur quoi qu'il fasse. Les sacrements perdent alors de leur valeur, tout comme les œuvres de charité et les actes de foi, ne vont plus permettre d'obtenir la grâce de Dieu. Pour la publication de son livre Les 95 thèses, Luther sera critiqué et va être jusqu'à excommunié par le pape Léon X. Cependant, il réussit à trouver des soutiens dans la noblesse allemande et parvient à développer son courant de pensée en France dès 1520. L'autre personnage réformateur très important de ce début de XVIe siècle est Calvin. Installé à Genève en 1536, celui-ci va suivre les idées de Luther tout en rajoutant que seule la foi sauve. C'est la prédestination. Le calvinisme touchera la France dès 1541, mais sera de plus en plus présent dès 1550. Je ne rentrerai pas plus dans les détails pour ce qui est de la Réforme. Nous allons donc maintenant pouvoir nous pencher sur la philosophie et les sciences du XVIe siècle. Votre corps est composé de 4 humeurs, à savoir l'air, le feu, l'eau et la terre. Pour vous garder en bonne santé, il faut maintenir un équilibre entre ces 4 humeurs, et ça peut se faire notamment par la saignée. Ce que je viens de vous dire vous paraît absurde, et c'est pourtant ce qu'on a cru pendant plusieurs centaines d'années. Ces idées sont contraires à tout ce qu'on connaît aujourd'hui en médecine, et elles ont mené à des traitements au mieux inefficaces, au pire dangereux pour la vie des malades. Tout cela vient du galénisme, un ensemble de théories médicales qui ont été élaborées au XIe siècle, et qui ont été communément acceptées par la communauté scientifique en Europe et dans le monde musulman. Il faudra attendre 1543 pour se débarrasser du galénisme, avec André Vézal qui publie un ensemble de 7 livres illustrés avec de nombreux croquis de dissection qui viendront enfin mettre un terme à ces idées. Je ne résiste pas à l'envie de vous donner le nom de cette œuvre colossale que André Vézal a sobrement intitulée De Humani Corporis Fabrica Libri Septem. Cet exemple illustre l'élément essentiel des avancées scientifiques du XVIe siècle. Les connaissances héritées du Moyen-Âge sont remises en question et les scientifiques deviennent plus rigoureux dans leurs méthodes. Il faut dire que le terrain était favorable. Au siècle précédent, le XVe, de nombreux savoirs antiques ont été redécouverts. Cela s'explique parce que de nombreux ouvrages qui remontaient à l'Antiquité ont été traduits en Europe, et puis le contact des Européens avec les Byzantins ou bien les Arabes ont permis la diffusion en Europe de certaines connaissances. Au XVe siècle également, certains scientifiques, comme Léonard de Vinci, ont commencé à disséquer des cadavres humains, ce qui a permis une grande avancée sur la connaissance de notre corps. Le plus important, bien entendu, ça a été l'invention de l'imprimerie typographique par Gutenberg, et ensuite son développement, qui a été un facteur essentiel de la diffusion des connaissances en Europe. Revenons au XVIe siècle.
À la fin de ce siècle, de nombreuses inventions ont été faites, à commencer par des outils de mesure et d'observation qui ont permis un développement de la science. Le premier microscope a été inventé en 1590 et 3 ans plus tard, c'est le thermomètre qui est inventé. Un certain progrès technique a également été fait, avec l'invention de la machine à tricoter en 1589 et celle de la chasse d'eau en 1595. De nombreuses académies commencent à se développer en Europe, principalement en Italie, où on peut dénombrer 56 académies à Rome, 70 à Bologne, ainsi que d'autres académies dans des villes comme Florence. Ces académies seront un lieu de rencontre pour des scientifiques issus de différents domaines, des laboratoires y seront construits et ce sera un facteur important de la propagation des idées en Europe. Le XVIe siècle, c'est aussi le siècle qui va piquer à vif la curiosité des philosophes et des scientifiques avec les grandes découvertes. L'Espagne entre en guerre contre l'Empire aztèque, le Brésil est découvert en 1500 et le Portugal commence à coloniser ce territoire, et en 1534, chaque quartier arrive au Canada. Ces découvertes vont marquer un développement de l'étude de l'être humain, c'est l'anthropologisme. On peut également observer le développement d'un mouvement intellectuel qui vise au respect de la dignité humaine, qui croit à la laïcité, au progrès, et qui marque une attitude plutôt méfiante vis-à-vis de l'Église. Ce mouvement, c'est l'humanisme. Il est notamment porté par Michel de Montaigne, qui dira « Celui qui se connaît aussi les autres ». Car chaque homme porte la forme entière de la condition humaine. Les humanistes commencent donc à considérer l'humanité comme un ensemble uni. Ils commencent également à penser que les peuples sont égaux et que leurs différentes cultures se valent. Comme je l'ai dit, l'humanisme adopte une attitude de méfiance, voire d'hostilité envers l'Église, et cette crise de confiance envers l'autorité de l'Église est un point fondamental du XVIe siècle. Il y a bien entendu l'émergence du protestantisme au début du siècle, mais cela va plus loin encore. De nombreuses découvertes astronomiques vont remettre en question des théories répandues par l'Église. Par exemple, en 1543, un ouvrage de Copernic est publié. Dans ce livre, Copernic affirme que le Soleil est au centre de l'univers, alors que l'Église affirmait que c'était la Terre qui était au centre. À la fin du siècle, Giordano Bruno affirme que le Soleil n'est qu'une étoile parmi tant d'autres dans un univers infini. Il sera condamné au bûcher pour hérésie. Pendant ce temps-là, Johannes Kepler montre que le mouvement des planètes autour du Soleil ne décrit pas un cercle parfait, mais fait plutôt une forme d'ellipse. Quant à lui, Galilée montre que la Terre n'est pas la seule planète à posséder un satellite. Ces découvertes marquent une perte d'autorité de l'Église, mais surtout un progrès scientifique majeur. Ce sont par exemple sur les observations de Kepler que vont se baser les travaux de Newton sur la loi de la gravitation universelle. L'Église s'oppose fermement aux découvertes qui contredisent la Bible. Cependant, ce n'est pas tout à fait un mouvement uni. La congrégation des Jésuites, par exemple, va enseigner les sciences appliquées dans leur collège. Nous sommes donc en 1559. Henri II vient de mourir suite à une joute qui s'est mal terminée durant le tournoi des Tournelles, organisé à Paris pour fêter la fin des guerres d'Italie. C'est le 10 juillet de l'année 1559. François II est majeur d'après les règles monarchiques, bien qu'il n'ait que 15 ans. Celui-ci est considéré comme un enfant maladif, ce qui apportera la rumeur suivante. Rumeur selon laquelle François II ferait enlever des enfants de 4 à 6 ans pour se baigner de leur sang, afin de soigner sa complexion maladive. En effet, à 15 ans, François II souffrait d'une otite purulente chronique. Il semble que le jeune homme se passionne pour des activités physiques, telles que la chasse ou l'escrime, et qu'il n'affectionne pas particulièrement l'art de la plume. Il est sacré roi de France le 21 septembre 1559 à Reims. Étant marié à Marie Stuart, reine d'Écosse, François II va laisser le pouvoir aux oncles de celle-ci. Je parle bien évidemment du duc de Guise et de son frère, le cardinal de Lorraine. La veuve d'Henri II et mère de François II, la très célèbre Catherine de Médicis, ne parvient pas à avoir d'influence sur son fils lors de son règne, bien que celui-ci soit très court. Une fois arrivé au pouvoir, les Guises continuèrent la politique de répression envers les protestants engagée par Henri II. Nous pouvons aussi prendre le cas de Anne Dubourg, un magistrat réformé qui jusqu'ici est fait prisonnier et sera alors brûlé le 23 décembre 1559. D'un autre côté, les Guises vont mener un certain nombre de politiques économiques afin de restaurer les finances royales. Cependant, les mécontentements vont se faire de plus en plus nombreux. Il va être reproché aux Guises de favoriser leurs partisans et leurs amis. Un des grands événements qui a eu lieu durant l'année au pouvoir de François II est bien sûr son enlèvement par les protestants, je parle de la conjuration d'Amboise. Préparée depuis Genève par des gentilshommes qui s'y étaient réfugiés, cette conspiration n'est pas une véritable révolte protestante et vise plutôt à déstabiliser le pouvoir des Guises. C'est une des raisons pour lesquelles Calvin n'y participera pas. Une grande figure de l'époque, qui est le prince de Condé, Louis de Bourbon, soutient cette conspiration alors que le roi de Navarre, Antoine de Navarre, refuse de s'y engager. Les acteurs de cette conspiration, issus de la noblesse moyenne et provinciale, voulaient par le biais de cette entente obtenir une audience auprès du roi, mais aussi s'emparer de la personne de François II et de ses ministres. Cependant, la cour du roi ayant gagné Amboise le 6 mars 1560, alors que celle-ci devait se trouver à Blois,
va avorter la conspiration. Des rumeurs étaient arrivées aux oreilles des Guises qui procédèrent à des arrestations, puis à des exécutions. La violence de cette répression fut telle qu'elle choqua un bon nombre de réformés et de gentilshommes et fut la cible de plusieurs pamphlets. Il est important de rappeler que le jeune roi ne reste pas un pantin irresponsable. En effet, celui-ci serait à l'origine de plusieurs édits entre 1559 et 1560 visant à interdire le port d'armes. On notera que même avant la conjuration, Catherine de Médicis commençait à avoir un rôle de plus en plus croissant. Elle réussit tout d'abord à faire nommer Michel de l'Hôpital chancelier en avril 1560. Michel de l'Hôpital, humaniste, considérait que les protestants étaient nombreux et puissants. En mai 1560, l'édit de Romorantin accordait la liberté de conscience aux protestants, bien que la liberté de culte reste illégale. Les troupes de leur côté continuèrent. Les chefs réformés prenaient des villes et des places fortes, certains paysans refusaient de payer la dîme, alors que des réformés pillaient et détruisaient des églises et les éléments de l'art sacré de la représentation du Christ, car celle-ci était jugée païenne. C'est ce qu'on appelle l'iconoclasme. Le prince de Condé fut alors arrêté et condamné à mort pour faire un exemple. Cependant, la mort de François II le 5 décembre 1560 le sauva. Après une régence de Catherine de Médicis qui fera tout pour éviter les guerres de religion, le jeune frère de François II, Charles IX, prendra le pouvoir à son tour. Nous avons donc pu voir ici que le jeune François II, en plus de n'avoir que 15 ans, accédera au trône dans une période de tension religieuse. De plus, celui-ci semble avoir été manipulé par les Guises, qui ont pu l'utiliser à leur guise. La maladie qui eut raison de ce jeune roi permit à Catherine de Médicis de prendre conscience qu'elle allait devoir être plus présente auprès de son jeune fils, Charles IX.